Le nombre de victimes augmente toutes les heures. En Syrie, après ce qui ressemble de plus en plus à une attaque aux armes chimiques ce matin, l'opposition parle désormais de 1300 victimes. C'est le nombre effrayant avancé par Georges Sabra, figure de l'opposition syrienne. L'armée syrienne dément toujours. Le commandement général confirme que ces allégations sont complètement fausses, a déclaré un porte-parole, et font partie de la sale guerre médiatique que certains pays mènent contre la Syrie. Utiliser des armes chimiques, une accusation qui revient régulièrement dans le conflit syrien, dans les deux camps d'ailleurs. En juillet, l'armée syrienne affirmait ainsi avoir saisi dans des repères rebelles des dizaines de bidons de produits chimiques. Des scènes d'agitation et des images qui peuvent heurter. Ces images seraient celles d'une attaque chimique perpétrée dans la ville de Khan Sheikhoun en Syrie. On y voit des habitants essayant de secourir des victimes inanimées. D'après une coalition d'agences de secours, au moins 100 personnes ont été tuées. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 58. Ce médecin des casques blancs croit déceler les effets du gaz sarin. Cet hôpital déborde de patients qui ont été victimes d'une substance chimique, dit-il en se filmant. Et ce n'est pas du gaz chloré, ça ne sent pas le gaz chloré. Nous avons vu beaucoup d'attaques au chlore et ça n'en est pas. Ce patient a les pupilles rétrécies. La ville frappée dans la province d'Idleb est une localité tenue par des rebelles et des islamistes. Immédiatement mise en cause par l'opposition, l'armée syrienne a démenti tout recours à des substances chimiques. Réuni en urgence après l'attaque chimique de ce mardi en Syrie, le Conseil de sécurité des Nations Unies est entré en conclave pour tenter d'adopter une résolution après la mort d'au moins 72 personnes, dont 20 enfants au nord-ouest de la Syrie. En déclarant qu'une ligne rouge serait franchie lorsque des armes chimiques seraient utilisées en Syrie, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a provoqué ce type d'attaque, a souligné l'ambassadeur russe à l'ONU. Cette décision, dit-il, a servi de provocation pour les terroristes et les organisations extrémistes d'utiliser des armes chimiques. L'ambassadrice des États-Unis a répliqué en montrant à ses collègues des photos d'enfants asphyxiés mardi matin. Dans l'après-midi, Donald Trump a déclaré que la Syrie avait franchi un nouveau cap. À mots couverts, son ambassadrice a ouvert la voie à d'éventuelles représailles. Bonsoir et bienvenue pour notre deuxième débat sur Mediapart, journal en ligne indépendant. Contrairement à Bernard Tapie qui s'est défaussé pour le premier débat, tous nos invités sont présents et bien là ce soir sur le plateau pour un débat que nous avons choisi de consacrer à la guerre en Syrie et plus spécifiquement à la guerre chimique en Syrie. Après l'hécatombe de la Première Guerre mondiale, qu'on a aussi parfois surnommée la Première Guerre chimique, la plupart des nations dans le monde ont décidé d'éliminer l'arme chimique de leur arsenal, car c'était une arme qui était jugée trop horrible, causant des souffrances atroces et des lésions irrémédiables pour les gens qui y survivaient. Les nations ont éliminé ça par une série d'accords qui ont finalement abouti en 1997 à l'entrée en vigueur de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Donc 1997, ça ne fait que 20 ans. Et donc la Syrie ne faisait pas partie de cette convention lorsque la guerre civile a éclaté dans le pays en 2011. Et depuis 2012, de nombreux témoignages ont fait état de bombardements à l'arme chimique en Syrie. Le régime de Bachar el-Assad a toujours nié sa responsabilité dans l'origine de ces attaques, mais un certain nombre d'expertises indépendantes ont clairement démontré que c'était lui le responsable de ces attaques. 2 produits principaux ont été identifiés dans ces attaques chimiques. Le chlore, qui est relativement facile à produire, à stocker et à utiliser, et surtout le sarin, un gaz neurotoxique incolore et inodore extrêmement puissant, dont on dit parfois qu'il est 500 fois plus puissant que le cyanure. En 2013, s'est produit un massacre à Laghouta, dans les quartiers est de la banlieue est de Damas, un massacre attribué à des bombardements chimiques qui ont causé entre 700 et 1400 morts et plus de 5000 blessés dans les populations civiles.
Un an auparavant, le président américain Barack Obama avait tracé une ligne rouge concernant l'utilisation des armes chimiques. En cas de non-respect, les États-Unis et leurs alliés avaient promis d'intervenir militairement en Syrie. Mais quand cette ligne rouge a été franchie, donc lors du massacre de la Ghouta en août 2013, les États-Unis ont reculé et en s'appuyant sur la Russie, ils ont contraint à faire rentrer la Syrie dans la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Cela devait théoriquement marquer la fin des attaques chimiques en Syrie. Malheureusement, il n'en a rien été. Et plusieurs attaques au chlore ont été recensées depuis cette date-là contre des villes ou des quartiers qui sont tenus par les rebelles qui s'opposent au régime de Bachar el-Assad. Et il y a 2 mois, le village de Khan Sheikhoun a été frappé par une nouvelle attaque au gaz qui a provoqué plus de 80 morts et plus de 500 blessés, dont de nombreux enfants. Quelques semaines plus tard, le ministre français des Affaires étrangères est intervenu pour révéler que du sarin avait été employé dans ce bombardement, donc il y a 2 mois. Il se trouve que la France en sait beaucoup sur l'usage des gaz chimiques en Syrie. Et je me tourne brièvement vers mon co-animateur, René Bachmann, qui a publié il y a une semaine dans Mediapart une grande enquête sur le complexe militaro-scientifique syrien qui a fabriqué, stocké, utilisé et qui emploie toujours aujourd'hui des armes chimiques, notamment du sarin. René a pu interroger plusieurs scientifiques syriens qui sont aujourd'hui réfugiés en France et qui ont participé à la mise au point de ces armes. Et nous allons y revenir dans moins d'1 minute. Mais en attendant, permettez-moi de vous présenter nos invités de ce soir, avec qui nous allons discuter dans l'heure qui vient de l'usage des armes chimiques en Syrie. Alors tout d'abord, je me tourne vers vous. Agnès Levallois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, et vous êtes une spécialiste de cette région et du monde arabe. Mego Terzian, vous êtes médecin, pédiatre et président de Médecins sans frontières depuis 2013. MSF est présent depuis le début du conflit en Syrie pour soigner les civils. Les équipes de MSF font cela au péril de leur vie, dans des conditions qui sont décrites parmi les plus difficiles de toutes les opérations jamais menées par MSF depuis les années 1970. Francis Perrin, vous êtes l'ancien président de la section française d'Amnesty International, qui s'est toujours appliqué à enquêter et à dénoncer toutes les atteintes aux droits humains. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, Amnesty a lancé une grande campagne qui s'appelle Justice pour la Syrie, qui entend traduire en justice les responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le conflit syrien. Et enfin, Olivier Lepic, vous êtes historien des armes chimiques, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, et je compte sur vous pour corriger mes erreurs et mes imprécisions dans cette présentation. Tout de suite, et vous voudrez bien m'excuser, je vais être un peu impoli en donnant directement la parole à mon collègue René, afin qu'il nous explique, qu'il nous résume son enquête qui est parue la semaine passée sur Mediapart et que nous avions choisi d'intituler « Comment Bachar el-Assad a gazé son peuple, les plans secrets et les preuves ». Alors René, est-ce que tu peux nous résumer brièvement les points saillants de ton enquête ? Brièvement, je vais essayer parce qu'elle était un peu longue, mais elle reposait en fait sur les témoignages d'un certain nombre de scientifiques, d'ingénieurs syriens qui travaillaient tous dans une institution qui s'appelle le CERS, c'est le Centre d'études de recherche scientifique, qui n'a rien à voir avec notre CNRS, sur tout le monde, mais qui constitue en Syrie une espèce de complexe scientifico-militaro-industriel qui produit notamment des armes chimiques et une partie des vecteurs qui servent à les utiliser. Ce que j'ai entendu dans les témoignages que j'ai recueillis, c'était un certain nombre de choses qui sont absolument stupéfiantes. La plus stupéfiante, à mon avis, d'entre elles, c'est le fait que l'utilisation des armes chimiques qui a eu lieu à partir de 2012 dans le conflit syrien a été ordonnée, a été prévue dès 2009 par le régime syrien, c'est-à-dire 2 ans avant le déclenchement des premières manifestations, même pacifiques. À ce moment-là, Bachar el-Assad avait demandé aux gens du centre, ce qu'on appelle le CERS, le Centre d'études de recherche scientifique, de prévoir sur 7 aéroports syriens des lieux dans lesquels on pourrait charger à bord d'avions des gaz de combat. Il n'était pas précisé la nature des gaz de combat, mais en tout cas, les installations devaient être prévues, et 7 aéroports désignés précisément avaient été prévus. L'autre information fondamentale que j'ai entendue aussi, c'est que dans les 2 années qui ont suivi, au cours des 2 années qui ont suivi, ordre a été donné
Ordre a été donné au même CERS et au service 3000. Il y a un département qui s'appelle le département 3000 qui est spécialement chargé de fabriquer des armes chimiques. Ordre a été donné à ce département de fabriquer des armes et des munitions qui s'adapteraient à la lutte contre les civils et non pas à un projet d'utilisation des armes chimiques de manière stratégique. Quand les gens fabriquaient des armes chimiques en Syrie, on leur expliquait que l'objectif de la fabrication de ces armes, c'était de se disposer d'une arme stratégique s'opposant à la bombe atomique que les Israéliens possédaient. Beaucoup des gens avec qui j'ai parlé se sont engagés dans ce combat en se disant « Nous participons à l'indépendance de notre pays ». Je ne sais pas si tous étaient totalement sincères, mais en tout cas, certains d'entre eux l'étaient probablement. Et ils ont cru qu'ils fabriquaient des armes chimiques pour faire un équivalent à la bombe atomique israélienne. Mais à partir du moment où on leur a demandé de fabriquer des munitions pour utiliser contre des petites concentrations de personnes et pour utiliser de façon, disons, à basse altitude et sur des petites bombes ou des roquettes, ils ont compris très bien, très facilement, que ce n'était pas pour aller attaquer Israël ou pour répliquer une éventuelle attaque israélienne. Donc il y avait autre chose. Ça fait partie des premières découvertes. Les autres découvertes que j'ai faites en écoutant ces scientifiques, c'est que finalement la Syrie a produit beaucoup de matériel chimique. Quand l'accord entre les Russes et les Américains a été signé en 2013, l'accord dont tu as parlé, la Syrie disposait de plus de 1000 tonnes de gaz de combat. Parmi ces 1000 tonnes de gaz de combat, il y avait 700 tonnes de sarin et à peu près une centaine ou une 150aine de tonnes de gaz moutarde, de dipérite, ce qui faisait quand même beaucoup. Il y avait même une petite provision d'un autre gaz, pire encore que le sarin, dont monsieur nous parlera peut-être tout à l'heure, qui s'appelle le VX. Ils en avaient une petite provision qu'ils avaient fabriquée eux-mêmes. Ça fait partie des choses que j'ai apprises aussi. Et je dirais, pour conclure, ce qui m'a le plus surpris dans la manière dont j'ai réussi à obtenir des choses de ces gens-là, c'est qu'ils ont tous fini par me dire que avant même que les accords aient été signés entre les Russes et les Américains, le gouvernement syrien avait prévu de mettre de côté une partie du matériel pour s'en servir après, pour tromper donc les contrôleurs de l'ONU qui viendraient vérifier sur place. À tel point que lorsque les armes ont été détruites, ou lorsqu'on a cru que toutes les armes avaient été détruites sur l'ordre de l'ONU, et qu'on a regardé ce qui restait, les inspecteurs ont constaté qu'il ne restait plus grand-chose. Et en réalité, aujourd'hui encore, maintenant, d'après leurs témoignages, Bachar al-Assad dispose encore de 35 tonnes d'armes chimiques, essentiellement du sarin. En dépit de l'adhésion à la Convention de 2007, de 97 dont tu as parlé. Et ça, c'est à mon avis les choses les plus importantes que j'ai apprises. Il y a une autre encore, qui est à mon avis, à mes yeux, très importante aussi, sur laquelle je crois qu'il faut insister, c'est sur l'origine du matériel. Le matériel qui sert, disons, le laboratoire qui sert à fabriquer tout ce matériel, tous ces gaz, la majeure partie du matériel de laboratoire était fourni par des firmes allemandes, et allemandes de l'Ouest à l'époque où il y avait 2 Allemagnes. Et jusqu'en 2006, l'Allemagne a continué de fournir du matériel. L'Allemagne, la Russie et l'Arménie sont les 3 principaux fournisseurs de matériel et de précurseurs pour fabriquer des armes chimiques syriennes. Ce sont 3 gouvernements qui, à mes yeux, ont des responsabilités assez lourdes dans cette fabrication. D'accord, merci René. Comme toute bonne enquête, on a commencé un peu par les conclusions. Et maintenant, si vous voulez bien, on va faire un premier tour d'horizon pour un peu remonter finalement en arrière. Et j'ai envie de vous interroger, vous, Mego Terzian, en commençant par les victimes. À partir de quel moment les équipes de MSF ou les médecins que vous pilotez parfois à distance ont commencé à remarquer des symptômes d'attaque à l'arme chimique? C'était en août 2013, dans le Ghouta oriental, banlieue de Damas, où des médecins qui travaillent pour nous, des médecins syriens, qu'on les soutenait en distance parce qu'eux, ils étaient assiégés et ils y sont toujours assiégés. Donc nous ont rapporté que des patients sont arrivés massivement avec des signes comme problèmes respiratoires, défécation involontaire, vomissements, spasmes musculaires, donc des signes qui leur font croire qu'un agent toxique avait été utilisé. Donc c'était août 2013, je ne me souviens plus exactement de la date,
Ils nous ont montré avec les moyens de communication qu'on avait l'afflux massif des patients. On a donné à l'époque des consignes comment d'abord se protéger et après comment procéder à la décontamination des patients. Et à l'époque, je me souviens, il n'y avait aucun doute qu'une arme chimique avait été utilisée. Vu en courte période de temps le nombre de patients arrivait massivement avec les mêmes symptômes et le nombre de personnes décédées en quelques minutes. Donc il n'y avait aucun doute qu'une arme chimique avait été utilisée. C'était un grand débat à MSF. On est un grand mouvement maintenant. Donc on était minoritaire à vouloir dénoncer. Beaucoup à MSF disaient que tant que nous, des médecins français, etc., de l'étranger, ne sont pas sur place, on ne peut pas dénoncer. Donc, majorité était contre la dénonciation en disant qu'on ne peut pas utiliser la communication du seconde ligne dans notre jargon pour dénoncer un événement majeur. Mais justement, est-ce que c'était compliqué à diagnostiquer d'un point de vue médical ou, posé différemment, est-ce que les équipes étaient prêtes à imaginer qu'ils auraient affaire à des lésions et à des victimes d'armes chimiques? Moi, je suis né dans la zone, donc pour moi, ce n'était pas une surprise. J'ai vécu la guerre au Liban, je connais assez bien la zone, les régimes et tout ça de la zone. Donc pour moi, ce n'était pas une surprise et c'était une certitude, même si je n'étais pas moi-même sur place, qu'il y a eu un usage de l'arme chimique. Les médecins syriens, certains entre eux expérimentés, qui ont vécu plusieurs guerres de Golan, etc., ils étaient convaincus aussi. C'était des médecins avec lesquels on travaillait depuis des mois et des années, donc beaucoup de confiance en eux. Donc moi, en une minute, j'ai fait la conclusion qu'il y a un usage d'un agent toxique. On voulait être prudent, on utilisait des mots un peu incompréhensibles pour moi. Un agent toxique avait été utilisé, bon, pourquoi pas, mais il y a eu un agent toxique, oui, utilisé sur des populations civiles. Et à la fin, on a réussi à convaincre la majorité de dénoncer. C'était un jour très important pour nous. C'était un jour très important pour nous. Et ça a continué malheureusement tous les 3 ou 2 mois ou tous les 3 mois. Pour moi, il y a un usage des agents toxiques. Oui, c'est ça. Il y a des dizaines d'attaques répertoriées, notamment au chlore, qui est mis dans des barils. Et ces barils sont projetés depuis des hélicoptères sur des populations civiles. C'est très low-tech, mais ça fait énormément de dégâts. Oui. Après, il y a l'hypothèse de certains qui disent que les rebelles aussi ont la capacité de fabriquer au moins le chlore, qui n'est pas très difficile à fabriquer. On n'a pas des preuves, mais sûrement il y a l'usage de l'arme chimique depuis plusieurs années maintenant et assez systématiquement contre des populations civiles. Justement, Olivier Lepic, il y a, je ne vais pas dire un débat récurrent, parce qu'il a quand même été tranché par des scientifiques, sur qui utilise les armes chimiques en Syrie. La conclusion qu'on a vue dans l'enquête de René, c'est que c'est clairement le régime de Bachar el-Assad. Un certain nombre de scientifiques sont intervenus, mais je voudrais que vous nous expliquiez, d'un point de vue un peu technique, comment est-ce qu'on est sûr que c'est justement le régime de Bachar el-Assad qui utilise des armes chimiques et non pas les rebelles, que ce soit l'armée syrienne libre ou Daesh? Alors, il y a eu débat, effectivement, depuis de longs mois. Un certain nombre d'acteurs ont essayé de tordre une réalité technique à des considérations géopolitiques, mais il ne fait aucun doute, et depuis très très longtemps, que la plupart des attaques sont le fait du régime. L'OIAC, qui est l'Organisation d'interdiction des armes chimiques, qui a mené plusieurs enquêtes, a également prouvé que l'État islamique avait utilisé à
à une reprise au moins du sulfure d'éthyldichlouré, hein, du gaz moutarde, mais la totalité du reste des attaques sont, avec une quasi-certitude, le fait du régime. Pourquoi? Je dirais qu'il y a un faisceau de présomptions, voire même de preuves. Aujourd'hui, en toute bonne foi, il ne peut plus y avoir de débat sur la culpabilité du régime. D'abord, les modes opératoires, pour ce qui concerne le chlore, des opérations aériennes. Donc, seules les forces du régime disposent d'hélicoptères dans la région ou des forces aériennes. Hein, et donc, ça, c'est déjà une première chose. Une deuxième chose, on a suffisamment de recul sur les prélèvements d'échantillons sur place. Et pour simplifier, il y a à peu près une vingtaine de modes de synthèse du sarin, mais on connaît le mode de synthèse syrien et il est caractérisé par un certain nombre de présences de sous-produits. Je ne vais pas rentrer dans le domaine technique, mais l'article de M. Brackman est remarquable et j'invite tout le monde à le lire parce que... Il y a un marqueur sur le sarin syrien, comme il y a des marqueurs sur les l'examine qui signe le mode de production syrien, ainsi que l'isopropyl dipho. Enfin, il y a un certain nombre de... on ne va pas citer les molécules parce que... Mais en tout cas, on a, comme dans un gâteau au chocolat, chacun a sa recette. Et là, il y a un certain nombre de sous-produits qui permettent d'identifier la provenance de ce sarin qui vient des productions du régime syrien. Donc, que ce soit les vecteurs, des bombes aériennes, des roquettes, comme en août 2013 à la Ghouta, que ce soit des grenades, que ce soit des barils de chlore cerclés d'explosifs lâchés d'hélicoptères, on a aujourd'hui, enfin, n'importe quel expert sérieux vous dira que ça fait déjà bien longtemps qu'il n'y a plus de doute et il ne doit plus y avoir de débat sur la culpabilité du régime, elle est incontestable. Agnès Levallois, théoriquement, après l'intégration de la Syrie dans la Convention sur les armes chimiques, ils sont censés avoir fait disparaître leur stock. Il semble qu'ils en ont encore, comme l'a montré l'enquête de René. Mais c'est moins la question de savoir comment ils ont camouflé des stocks de sarin que pourquoi est-ce qu'en avril 2017, il y a 2 mois, Bachar el-Assad décide d'utiliser à nouveau du gaz sarin. C'est vrai que cette utilisation du mois d'avril a étonné un certain nombre d'analystes en se demandant pourquoi Bachar el-Assad, alors qu'il était plutôt dans une période d'assise de son pouvoir, aidé en cela par les Russes, les Iraniens, et que les rebelles sont quand même dans un état aujourd'hui de déliquescence, si je puis dire, très grand. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir pourquoi Bachar el-Assad, à ce moment-là, avait utilisé ces armes chimiques. L'impression qu'on est certain avoir, c'est qu'il y a quand même des pressions aujourd'hui où les Russes semblaient vouloir quand même imposer à Bachar el-Assad une négociation. Or, celui-ci ne veut pas de négociation. Il sait très bien que le jour où il commence à négocier sérieusement, c'est le début de la fin de ce régime. Donc, tous les moyens seront bons pour lui pour ne jamais accepter la moindre négociation. Et on a le sentiment, à travers cette affaire, qu'il a tordu le bras des Russes, parce que les Russes sont garants de cet accord de désarmement des armes chimiques, puisque c'est sur la pression des Russes que la communauté internationale a finalement laissé tranquille Bachar el-Assad au lendemain de la signature de cet accord, puisque Bachar el-Assad avait donné des signes de bonne volonté, si je puis dire, en acceptant la destruction de ses stocks, même si à ce moment-là, on était nombreux à dire qu'on était absolument convaincus qu'il garderait des provisions au cas où il en aurait besoin un jour. Mais les Russes étaient quand même garants de cet accord. Donc Bachar el-Assad savait très bien qu'en utilisant des armes chimiques, il n'y aurait pas de véritable réaction des Russes, puisque la réaction des Russes démontrerait qu'il n'avait pas été capable de garantir cet accord, et qu'aux yeux de la communauté internationale, c'était Moscou qui était garant de cet accord. Et c'était un moyen pour Bachar el-Assad de dire aux Russes, vous ne m'imposerez pas la négociation, je ne veux pas de cette négociation, et j'utilise ces armes chimiques pour bien vous montrer que c'est moi qui suis maître à bord, parce qu'on disait beaucoup à ce moment-là que Bachar el-Assad était une marionnette entre les mains des Iraniens, des Russes, que c'était plus du tout lui qui était maître du jeu. Et le sentiment que certains ont, c'est qu'il a voulu, à travers l'utilisation de ces armes chimiques, reprendre la maîtrise du jeu diplomatique en disant aux uns ou aux autres, c'est moi le chef, je fais ce que je veux et je vous embête. Alors,
je ne sais pas si cette analyse va tenir la route, mais en tous les cas, je pense qu'on est obligé de regarder quand même cette hypothèse de près et en n'oubliant jamais que ce régime a été, à l'époque, et souvenez-vous le livre de Michel Serrat, qui était ce chercheur français qui est mort au Liban, qui était pris en otage et qui est mort, qui a écrit « L'état de barbarie ». Et je crois qu'il ne faut jamais oublier ce qualificatif de ce régime syrien, père et fils, de cet état de barbarie. Et c'est un régime qui est prêt absolument à tout, à utiliser n'importe quelle arme, la pire soit-elle, à partir du moment où ça peut lui permettre de ce qu'il considère être la sauvegarde de ce régime. J'ai une autre question à poser à ce propos. C'est la raison pour laquelle on a utilisé les armes chimiques. Parmi les informations que j'ai reçues, des gens avec qui j'ai parlé, plusieurs m'ont dit que les armes chimiques avaient une puissance de terrorisme beaucoup plus grande que n'importe quelle autre arme. Et que Bachar s'en servait en partie aussi, peut-être pour les raisons que vous venez de dire, mais en partie aussi pour pousser une partie des populations à se rassembler dans des lieux précis, pour les concentrer d'une certaine façon, pour fabriquer des zones pure de population hostile. Et apparemment, dans ce qui s'est passé dans le cas de Khan Sheikhoun, c'est un peu comme ça que les choses ont évolué. La population a fui vers la région d'Idlib, etc. Comme si l'utilisation des armes chimiques provoquait un effroi tel que les gens s'enfuient et libèrent du terrain. Mais c'est absolument juste. Et ça, cette hypothèse, d'ailleurs, n'est pas du tout exclusive de l'autre. C'est que c'est évident que cette stratégie, c'est pas que j'ai utilisé cette expression, j'ai repris cette expression d'état de barbarie, parce qu'on voit bien que c'est un régime qui est prêt à s'attaquer à sa population à travers ce type d'utilisation d'armes chimiques, parce qu'effectivement, ça provoque de l'effroi dans toute société, bien évidemment, alors que d'autres armes ont tué beaucoup plus en Syrie. Hein. Mais on voit bien que du coup, cette utilisation d'armes chimiques, c'est évidemment pour tuer, mais c'est également pour provoquer ce sentiment d'effroi, pour bien montrer à la population syrienne aujourd'hui qu'elle n'a plus aucun intérêt. Il faut absolument qu'elle lâche l'opposition, parce que de toute façon, l'opposition est perdante, et que c'est un moyen de terroriser pour aussi faire en sorte que la partie de la population qui n'est pas franchement du côté de l'opposition et qui hésite, retourne dans le giron du régime, et que le régime reprenne complètement le contrôle de cette partie de la population. Donc cet effet de terreur est évidemment une arme qui est utilisée, alors là, pour le coup, de tout temps par ce régime, et d'autant plus ces dernières années. Francis Perrin, pour terminer un peu notre premier tour d'horizon, est-ce que, quand ce conflit se terminera, puisqu'il va bien se terminer un jour ou l'autre, la porte est ouverte pour un tribunal pénal, une cour internationale pour juger le régime des généraux, des militaires, des gouvernants de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité? Est-ce que voilà, il y a une telle accumulation d'évidence que ça va être aisé, ou au contraire, est-ce que c'est vraiment un processus qui pourrait être long, voire ne pas déboucher? Ce sera forcément un processus long et difficile, ma réponse ne vous surprendra pas, si ce processus a lieu. Ce qui est clair pour nous, c'est qu'il faut absolument qu'un tel processus ait lieu. Nous parlons, vous venez de le dire, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. J'y reviendrai dans une petite minute. Et par définition, quand on prononce des mots comme ça et des qualifications juridiques, ce ne sont pas des injures, ce n'est pas évidemment un compliment, mais là nous sommes vraiment sur la base du droit international. La conséquence très logique doit être, il y a des personnes qui doivent rendre des comptes, c'est évident, puisque nous parlons des crimes parmi les plus graves auxquels on peut penser. Alors, par rapport à votre question, il y a l'aspect proprement juridique, il y a l'établissement des faits, et puis il y a ensuite le processus qui pourrait être mis en place dans quelque temps, ou dans un certain temps, ou un temps certain. Je reviens un petit peu sur le plan juridique que nous avons abordé. La Syrie, vous l'avez rappelé, a adhéré à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques en octobre 2013, dans le cadre d'une très grande précipitation que nous avons évoquée pour les raisons politiques qu'Agnès Levallois évoquait à l'instant. Donc, octobre 2013. L'expérience a montré qu'après octobre 2013, le régime n'a pas respecté, et de loin, cette convention. La question peut se poser pour avant. Alors, avant, les choses sont très claires aussi, parce que le combat pour l'élimination des armes chimiques ne remonte pas à cette convention, qui est donc un texte qui date de 1992, qui est entré en vigueur en 1997, donc 20 ans, vous l'avez rappelé. C'est une histoire beaucoup plus ancienne. Il y a eu, en 1925,
juin 1925, un protocole qui s'appelle le protocole de Genève sur l'interdiction des gaz toxiques et asphyxiants. Et il se trouve que la Syrie est partie à ce protocole. Donc elle est liée juridiquement à ce protocole qui remonte très loin. Donc elle ne peut pas dire avant octobre 2013, il ne s'est rien passé, je ne suis pas... aucune obligation. Voilà. De plus, la question de l'interdiction des armes chimiques fait aujourd'hui et depuis quelque temps partie de ce que l'on appelle le droit international coutumier. Donc, que vous ayez signé ou ratifié ou pas signé ou pas ratifié la Convention de 1997, de toute façon, c'est un petit peu, ça fait partie d'un patrimoine commun de l'humanité. On ne peut pas dire au XXIe siècle qu'on ne sait pas qu'utiliser des armes chimiques, c'est quelque chose qui ne pose aucun problème sur le plan juridique. Donc sur le plan du droit international, les choses sont on ne peut plus claires. Sur l'établissement des faits, vous en avez parlé, bien sûr, il n'y a aucun doute sur le fait que le régime syrien a eu recours de façon répétée dans les dernières années aux armes chimiques. Donc les faits sont clairs, le droit international est clair. Ensuite, sur le processus, et peut-être sur la qualification, crime de guerre, clairement, crime contre l'humanité parce que les armes chimiques, c'est une partie d'un ensemble. Et Agnès Levallois l'évoquait. Il y a d'autres armes, armes à sous-munitions, armes incendiaires. Il y a des armes, entre guillemets, classiques, non interdites, mais qui ont été utilisées de façon contraire au droit international humanitaire, parce que ne permettant pas des attaques indiscriminées ou des attaques totalement hors de proportion par rapport à l'objectif militaire et l'avantage militaire escompté, donc violation du droit international humanitaire. Et puis il y a aussi des violations des droits humains très classiques, entre guillemets, dans les prisons syriennes. Nous avons publié à Amnesty International des informations faisant état de la mort de au minimum 20 à 30 000 personnes entre 2011 et la fin 2015, non pas avec l'arme chimique, mais dans les prisons syriennes, morts par exécution extrajudiciaire, pendaison en masse, morts sous la torture, et ce que nous avons appelé l'extermination, ça dit bien ce que ça veut dire, infliger délibérément, et là encore je suis sur une base juridique, des conditions telles à des prisonniers, privation de nourriture, pas d'eau, privation de soins, etc., que vous les condamnez littéralement à mort. Donc si vous additionnez tout ça, et ça fait beaucoup, vous avez crime de guerre, crime contre l'humanité. Donc il faut absolument un processus où un certain nombre de responsables auront des comptes à rendre. Ce serait normalement la Cour pénale internationale, mais cela supposerait que le Conseil de sécurité se réveille. Et au Conseil de sécurité, nous avons la Syrie qui est protégée par le veto russe, et même le veto chinois, mais d'abord le veto russe. Et j'en profite pour dire que la Russie a véritablement une lourde complicité dans tout ce que nous évoquons ce soir, les armes chimiques bien sûr, et l'ensemble des violations des droits humains et du droit international humanitaire dans ce pays de différents côtés. Ce que nous demandons, bien sûr, c'est que la Cour pénale internationale soit saisie, mais pour l'instant il y a un blocage, c'est que dans l'attente de cette saisine éventuelle de la CPI, que l'on fasse jouer ce que l'on appelle la compétence universelle. C'est un mécanisme juridique par lequel des tribunaux, qui peuvent être français, britanniques, australiens, de n'importe quel pays, se saisissent de situations qui ne relèvent pas de leur pays et dans lesquelles les victimes ne sont pas des ressortissants de leur pays et dans lesquelles les présumés responsables ne sont pas des ressortissants de leur pays. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce sont des crimes de droit international et qu'un tribunal dans un pays qui n'a rien à voir avec la Syrie peut s'estimer compétent parce que ce sont des crimes contre l'humanité. Et dans ce cas-là, nous avons la possibilité, il y a 147 pays du monde, au moins aujourd'hui, dans lesquels vous avez des mécanismes de compétence universelle, et nous leur demandons à tous ces pays-là de commencer dès aujourd'hui des enquêtes sur ce que nous évoquons et les responsabilités de dirigeants syriens, de militaires, à différents niveaux de responsabilité, pour constituer des preuves, préserver les preuves, dans l'attente où un jour, l'un de ces différents mécanismes, ces pays, compétences universelles, pourra jouer par rapport à une partie des présumés responsables au sein de l'appareil d'État en Syrie. Donc, comme vous l'avez souligné, effectivement, le cas de la Syrie, entre guillemets, le dossier dépasse bien évidemment le cadre des armes chimiques. Mais je vais néanmoins revenir sur ce sujet en m'adressant un peu à vous deux. Je ne sais pas, vous pouvez répondre comme vous le souhaitez. Par rapport au précédent
d'usage des gaz chimiques dans la région. Vous, Maigret de Tarzan, vous avez dit, vous venez de cette région, vous avez grandi au Liban, ça ne vous a pas surpris. Je crois qu'il y avait le précédent des Kurdes gazés en Irak après la première guerre du Golfe. Mais est-ce qu'il y a d'autres exemples d'usage de gaz chimique? Je ne vais pas d'une telle ampleur, mais quand même... Il y a non seulement un précédent, mais d'une ampleur bien supérieure. La guerre Iran-Irak, qui a vu l'utilisation massive par les deux belligérants, d'abord irakiens et notamment deux neurotoxiques à l'époque, tabac, tout à fait, exactement. Et puis les Iraniens qui ont répliqué sur le même terrain assez rapidement. On se souvient de ces images terribles de soldats iraniens victimes de l'hypérite, du gaz moutarde, avec ces nécroses caractéristiques de la peau, qui avaient fait de très très nombreuses victimes. Et ça a été une guerre dont la composante chimique a été, je dirais, quasi quotidienne pendant de nombreuses années, qui a fait de nombreuses victimes. Et c'est le principal précédent dans la deuxième partie du XXe siècle. On évoquait tout à l'heure la grande guerre chimique, la Première Guerre mondiale. On célébrera, je ne sais pas s'il faut célébrer ce genre d'événement, mais les 100 ans de l'introduction du gaz moutarde sur le champ de bataille de la Grande Guerre au cours du mois de juillet de cette année. C'est en juillet 1917 que le gaz moutarde a été utilisé pour la première fois sur un champ de bataille. Et il figure encore parmi dans les quelques arsenaux chimiques qui restent sur la planète, et notamment dans les arsenaux iraniens, irakiens à l'époque, syriens encore probablement avec quelques stocks résiduels, et probablement également en Corée du Nord. Et heureusement, il en reste très peu. Mais à l'échelle de la planète, c'est une arme qui est en cours de disparition des arsenaux étatiques. La Convention d'interdiction des armes chimiques, c'est 192 États membres. Il reste quelques États qui ont soit signé mais pas ratifié ou pas ratifié. Et donc, c'est un peu le paradoxe de la crise syrienne, c'est-à-dire que cette arme revient sur le devant de la scène internationale alors qu'elle a quasiment disparu des arsenaux de tous les principaux États. On appelait ça à une époque la bombe nucléaire du pauvre, et on voit que ce qu'expliquait Roddy tout à l'heure, c'est que la Syrie avait choisi de la développer pour lutter contre les aides. C'est un qualificatif, oui, c'est un qualificatif qui n'a pas de sens. Je crois qu'il y a deux armes de destruction massive, qui sont l'arme nucléaire bien évidemment et l'arme biologique, parce que ce sont des armes qui ont un potentiel de destruction infiniment supérieur à l'arme chimique. L'arme chimique est effectivement excessivement toxique, elle a une composante psychiatrique, effectivement c'est l'arme de la terreur, parce que à tort à certains égards, elle apparaît comme plus cruelle que des armes conventionnelles qui tuent tout autant et de manière aussi horrible. Être déchiqueté par un obus et mourir en se vidant de son sang sur le sol, c'est sûrement aussi horrible que l'arme chimique. En revanche, ce qu'a l'arme chimique par rapport à une arme conventionnelle, c'est le côté indiscriminant, c'est-à-dire qu'elle touche évidemment toutes les personnes présentes dans le rayon d'action de cette arme. Et c'est pour ça qu'elle constitue un seuil supérieur entre l'armement conventionnel et les véritables armes de destruction massive que sont le biologique et le chimique. La Syrie a évidemment cherché à se doter de cette arme dans le cadre de la confrontation avec Israël, puissance nucléaire, mais je crois qu'à aucun moment, je pense que le régime n'a pensé dissuader avec l'arme chimique. C'était vraiment, je dirais, une arme dont le régime pouvait se doter en compte tenu de ses moyens financiers et techniques, alors que le nucléaire était quand même beaucoup plus compliqué. Et c'était une arme qui leur aurait permis de répliquer face à un adversaire considéré comme beaucoup plus puissant. Mais l'arme chimique n'a jamais été la bombe atomique du pauvre. Je voudrais demander à Maigret de Tarzan, dans quelle mesure l'identification des armes chimiques est utile pour le travail des médecins sur le terrain. Par exemple, je pense que le sarin et l'hypérite ne provoquent pas les mêmes dégâts dans le corps humain. Est-ce qu'on les soigne de la même façon? Et j'imagine aussi que les antidotes sont différents. Est-ce que le fait que vous sachiez que c'est du sarin change votre manière de travailler? Et quand on le sait, est-ce qu'on a auparavant prévu d'avoir le matériel avec soi? Oui. L'important, c'est la décontamination, la protection du personnel. Et après, c'est la décontamination, peu importe l'agent toxique utilisé. Sarin ou chlore en Syrie, par exemple. Pour sarin, qui est inodore, donc c'est un signe probable ou possible qu'il y a eu l'usage de sarin. Donc on a, à part la décontamination, on fait les traitements symptomatiques et on a les antidotes nécessaires. Spécifiques? Oui. Chaque gaz a son antidote spécifique? Non, on peut utiliser pour différentes gaz, mais en Syrie c'est sarin.
ou le chlore. Pour chlore, c'est la décontamination, d'abord avec la farine, donc décontamination sèche, et après avec de l'eau. Et même en enlevant tout simplement les vêtements du patient, on réduit drastiquement les risques de contamination à 80%. Donc, juste en décontaminant et en faisant un traitement symptomatique comme oxygène, etc. pour chlore, c'est suffisant. Pour sarin, on a, à part la décontamination, on a les antidotes et l'atropine donc nécessaires. Nous, en Syrie, presque tous les projets qu'on a, ils sont équipés avec des kits de protection pour le personnel. Il y a des formations spécifiques avant le départ pour gérer des situations pareilles. Et on a les médicaments nécessaires pour traiter les patients. Et lors des événements à Khan Sheikhoun, nos collègues syriens, MSF, étaient à la hauteur. Ils étaient l'un des rares médecins qui étaient capables de ne pas paniquer, de créer une zone de décontamination et soigner les patients et donner conseil aux autres médecins qui ne savaient pas gérer des situations pareilles. Donc ils étaient à la hauteur. Mais malheureusement, on n'a pas pu couvrir toute la zone de Idlib parce que les patients étaient dispersés de Khan Sheikhoun vers le nord. Nous, on n'a pu visiter que 3 hôpitaux au nord de Idlib pour tenter de traiter les patients. Nous-mêmes, notre hôpital a reçu 16 patients à mon mémoire le 4 avril. À Atme, c'est une ville frontalière avec Turquie. Nous, les patients qu'on a vus, on a réussi à les soigner. On n'a pas eu des morts dans les structures où on était présent. Et comment ça se passe pour gérer les blessés? Parce qu'on sait que depuis très longtemps, un des principes de guerre, c'est au maximum faire des blessés qui mobilisent davantage l'armée et la population adverse que de causer des morts, parce qu'un mort, bon voilà, on l'enterre et puis c'est fini. Est-ce qu'on sort très vite d'un hôpital quand on est victime d'une attaque chimique, ou est-ce qu'on y reste des mois, des années? L'évacuation des équipes éventuelles. Des blessés, enfin, comment ça se passe pour les blessés? Nous, si la zone où on est présent n'est pas directement affectée, alors on décide de rester, d'organiser un plan d'urgence. On a même des zones spécifiques en avance qui sont dédiées pour recevoir des patients pareils. Et on arrive à gérer la situation, même si le nombre d'arrivées des patients est très significatif. Par contre, si la zone où on est présent est directement touchée, on était obligé à donner les consignes à notre équipe d'évacuer. Parce qu'on n'a pas l'expertise d'évacuer des populations avec nous. Donc malheureusement, moi personnellement, je pense d'abord à la sécurité de notre personnel. Les consignes données, c'est d'évacuer. Et on a les kits de protection nécessaires pour se protéger et évacuer. Certes, c'est très dur de prendre une telle décision. Qu'est-ce qu'on fait avec les voisins, les populations qui sont là, voire même le personnel syrien, parce qu'on ne va pas pouvoir évacuer tout le monde. Donc c'est très dur de prendre une telle décision. Mais si on est obligé, on n'a pas autre choix. Si on a envoyé des gens d'ici, notre priorité, c'est qu'ils rentrent sains et saufs. Donc, on est obligé à les pousser à évacuer. On a eu un problème en Irak il y a quelques semaines, où la zone où on avait l'hôpital avait été touchée probablement par des armes neurotoxiques. C'était très dur et frustrant pour l'équipe qui était obligée à évacuer en laissant des collègues et certains patients sur place. Et heureusement, on n'a pas eu des problèmes graves, on n'a pas eu des morts lors de cet incident. Est-ce qu'en Syrie, dans les zones qui sont contrôlées par la rébellion, vous avez l'impression, ou vous savez, si la population est informée des mesures à prendre, des protections à prendre dans le cas d'usage des neurotoxiques ou d'autres gaz chimiques? Non, selon les discussions qu'on a eues ou nos informations, la majorité de la population ne sait pas comment réagir au cas où il y a un usage
des armes chimiques. Et c'est le panique total à chaque fois, au sein de la population et aussi au sein du personnel médical. Surtout la jeune génération qui n'a pas connu les guerres de Golan ou du Liban, etc. Ils n'ont pas l'expérience, donc du coup c'est le panique. Et souvent, quand le personnel médical est paniqué, donc les populations aussi sont automatiquement paniquées. À Khan Cheikhoun, c'était le panique a priori. Nous, on avait visité notre équipe juste 2 jours avant l'incident à Khan Cheikhoun pour évaluer la situation des populations déplacées qui venaient de nord de Hama à cause des combats. Il n'y avait rien de spécial, pas beaucoup de besoins, donc le 2 avril. À mon mémoire, mais le jour de l'attaque, malheureusement, on n'était pas là pour tenter d'aider des collègues syriens. Et ils nous ont rapporté que c'était le panique total à transférer les patients n'importe comment et dans toutes les directions, sans garder le sang-froid pour organiser le triage des patients, la décontamination. Ce n'est pas très compliqué si le personnel médical a un peu d'expérience. Ce n'est pas très compliqué à gérer une situation pareille. Mais malheureusement, la banque d'expérience cause des problèmes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une corrélation entre les moments où il y a eu des frappes chimiques, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup, on en comptait à peu près 130 depuis 2012, 130 recensés à peu près, entre ces frappes et le fait que des hôpitaux où des gens d'MSF travaillaient ont été attaqués? Parce que c'est encore une manière d'aggraver l'effet des gaz chimiques, des armes chimiques, je veux dire, que de rendre les hôpitaux inutilisables. Oui, dans cette guerre, l'attaque contre la mission médicale, c'est la politique principale du régime. Et je suis d'accord que le terreur, c'est aussi politique principale du régime. Honnêtement, donc, en 2016, par exemple, il y a eu 71 attaques exactement sur 32 structures de santé soutenues par Médecins sans frontières dans les zones contrôlées par les rebelles. Et à 100%, les attaques avaient été effectuées par des autres armes et pas avec des armes chimiques. Donc eux, ils ont autres moyens beaucoup plus destructifs pour attaquer la mission médicale et ainsi punir les populations dans les zones contrôlées par les rebelles. Donc pour moi, je suis d'accord, il y a beaucoup de morts à cause des autres bombes depuis 6 ans maintenant, beaucoup de blessés. Peut-être qu'en 2016, les hôpitaux soutenus par MSF ont reçu 150 000 blessés. En 2016, 150 000 blessés, c'est très significatif. Donc pour moi, malheureusement, l'attaque chimique, c'est devenu un peu banal dans cette guerre, malheureusement. Comment est-ce qu'on explique alors la ligne rouge qui avait été tracée sur les armes chimiques, qui ne s'appliquait pas à d'autres armes, la dimension psychologique finalement de l'arme chimique qui est peut-être démesurée par rapport au nombre de morts qu'elle cause, puisqu'on sait qu'il y a plus de 250 000 morts ou 300 000 morts du conflit syrien. Beaucoup plus, ou probablement plus à 350 000 ou 400 000 morts aujourd'hui. 400 000 morts. Les Nations Unies disent plus de 400 000. Voilà. Donc quelques milliers seulement dus aux armes chimiques. Cet effet, je suis rentré dans ce sujet en faisant une thèse de doctorat sur la guerre chimique pendant la Première Guerre mondiale. On la retrouve également pendant la Première Guerre mondiale. L'arme chimique a été relativement peu utilisée. Elle a tué très peu, probablement entre 17 et 34 000 soldats sur le front occidental. Je vous rappelle que c'est 8 millions de morts, la Première Guerre mondiale. Et pourtant, on a gardé cette image de l'arme chimique absolument, je dirais, prégnante dans cette Première Guerre mondiale. Et sa dimension psychologique, psychiatrique, elle est évidente. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer plus de 150 vétérans de la Grande Guerre au début des années 90. Il y en avait encore 2500 vivants. Et la principale leçon que j'ai tirée de cette arme, qui a cette caractéristique
caractéristique, c'est que elle est mystérieuse, elle évoque des souffrances supérieures à celles d'autres armes, et pourtant, voilà, on m'a reporté des horreurs, parce que vous imaginez bien que les conditions de combat sur le front de la Grande Guerre étaient absolument abominables, mais effectivement, cette arme fait plus peur que d'autres armes, y compris d'ailleurs chez les poilus de la Grande Guerre, et partout où elle est utilisée, il y a une espèce de, je dirais, d'amplification de ses effets, parce que elle est certes immorale, mais elle n'est pas plus immorale que d'autres armes. Il faut se féliciter que quelque part son immoralité ait abouti à la Convention d'interdiction des armes chimiques, hein, mais elle tue de manière peut-être pas plus efficace que d'autres armes, mais elle nous fait peur, et c'est ce que recherche probablement le régime en utilisant ces armes. Il s'agit vraiment de terroriser la population. Je crois qu'on ne comprend pas l'utilisation des armes chimiques en Syrie comme dans n'importe quel autre conflit quand cette arme est utilisée, autrement que par cette volonté de terroriser. Et dans le cas de la guerre en Syrie, qui est maintenant de plus en plus claire, l'idée de ce régime, c'est de faire partir toute la population qui est opposée à ce régime. Et donc, l'utilisation des armes chimiques, c'est pour tuer, mais c'est surtout pour faire partir cette population, pour montrer que cette population, dans les zones rebelles, qu'elle ne sera jamais en sécurité, pour la faire partir en Turquie, en Jordanie, au Liban, là où elle peut partir, pour que finalement ne reste en Syrie que la partie de la population qui soutient, ou en tous les cas, qui peut accepter que ce régime se maintienne. L'autre jour, Bachar el-Assad a fait une déclaration disant que la population syrienne aujourd'hui était de 13 millions d'habitants, alors que la population en 2011 était de 23 millions d'habitants. Ce qui veut donc dire que clairement, il met une croix sur 10 millions de sa population, de ses citoyens dont il est le président de la République, et il ne considère plus ces gens comme des Syriens. Et donc l'objectif, c'est de faire partir le plus de Syriens possible pour que ceux qui restent ne soient plus des combattants, ne soient plus des opposants, et pour qu'ils puissent reprendre le contrôle sur cette population dans les zones qu'ils contrôlent encore. Et donc ça, c'est une dimension du conflit syrien qui est extrêmement importante et qui est tout à fait cohérente du coup avec cette utilisation des armes chimiques, parce qu'on l'a dit, je crois qu'il faut encore le répéter, ce ne sont pas ces armes qui ont le plus tué. Et ça a été dire toute la dénonciation lorsqu'il y a eu ces fameux accords parrainé par les Russes après l'utilisation dans la Routa en 2013, se dire très bien d'interdire ces armes chimiques et de les détruire, mais il ne faudrait pas que ça se passe au détriment des autres armes qui sont utilisées par ce régime, parce que finalement, on a donné un blanc-seing à Bachar el-Assad, d'une certaine manière, à lui permettre d'utiliser les autres armes à partir du moment où on avait détruit, soi-disant, les armes chimiques. Et donc là, on est dans un jeu de dupes, quand même, par rapport à la violence de ce conflit, me semble-t-il. Il faut rappeler que la Syrie est le pays qui produit aujourd'hui le plus grand nombre de réfugiés au monde, 5 millions. 4,9 millions selon les estimations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié. C'est absolument capital. Pour revenir à votre question sur pourquoi cette ligne rouge pour les armes chimiques, une partie de la question tient justement à l'ancienneté. Je rappelais tout à l'heure qu'il y a un protocole qui remonte à juin 1925. Donc ça veut dire que depuis très longtemps, depuis presque un siècle, la communauté internationale, à travers différentes organisations depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies, a estimé que cette catégorie d'armes devait être bannie dans tous les cas de figure, qu'il n'y avait aucune excuse, aucune justification. D'où cette ligne rouge qui n'a en fait pas été respectée, vous l'avez rappelé, mais il y a une sensibilité particulière, au-delà des éléments qui ont été évoqués, bien sûr, et une base juridique extrêmement ancienne, et le fait justement qu'aujourd'hui, l'interdiction des armes chimiques fait partie du droit coutumier international. Donc coutumier, ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a d'ailleurs... droit romain, hein, armis bella non venenis guerri, on ne fait pas la guerre avec des armes empoisonnées, c'est même ce précédent, je dirais, est même beaucoup plus ancien. Et c'est vrai que ce que disait Agnès, c'est tout à fait exact. En creux d'avoir affirmé que le régime pouvait, en quelque sorte, tant qu'il continuait à massacrer sa population avec des armes conventionnelles, eh bien, quelque part, c'était quasiment acceptable. Mais les armes chimiques, alors là, non, attention, c'est scandaleux. Voilà, moi, j'ai toujours été très mal à l'aise avec ce concept de ligne rouge, parce qu'il était d'un cynisme effrayant. Pour revenir à la dimension juridique de l'affaire, dans l'enquête que j'ai faite, les gens avec qui j'ai parlé m'ont raconté que les principaux fournisseurs des matériels, aussi bien du matériel de laboratoire que des ingrédients, disons, qui en servent à fabriquer les gaz, étaient l'Allemagne, la Russie, l'Arménie et quelques autres pays.
Dans quelle mesure ces pays peuvent être considérés comme complices ou responsables ou co-responsables de la fabrication des armes chimiques? C'est une question qu'il ne faut pas écarter du revers de la main. Elle doit faire partie des enquêtes que nous appelons de nos voeux. Alors bien sûr, dans le domaine des armes chimiques, un certain nombre d'éléments, de composants sont à double usage. Et une entreprise pourra dire, moi j'ai vendu tel produit, tel élément, tel composant à telle société parce que cette société, en tout cas en apparence, en avait besoin pour des processus industriels parfaitement légaux, parfaitement légitimes. On aura évidemment ce type d'excuses. Il faudra, à travers des enquêtes approfondies, aller au-delà et voir si ces excuses ne sont que des excuses, si effectivement il y avait possibilité de se tromper, ce qui est tout à fait possible, ou si certaines entreprises, ou plusieurs, ont fermé les yeux délibérément parce qu'elles n'ont pas pu résister à l'attrait de certains marchés, et qu'elles auraient pu ou dû savoir, compte tenu de différents éléments de fait, et là ça dépend vraiment de l'enquête, compte tenu de qui a acheté, alors en sachant que bien sûr il y a des sociétés écrans, ça peut être très, très compliqué, mais dans certains cas, on l'a vu avec l'Irak, les armes chimiques en Irak. On sait très bien que certaines entreprises occidentales, y compris allemandes, ont délibérément fermé les yeux alors qu'elles avaient les moyens de savoir pourquoi on leur commandait ce qu'on leur commandait. Donc, dans une enquête, on s'intéresse évidemment à ceux qui sont les responsables à différents niveaux au sein du régime syrien, au sein des forces de sécurité fidèles au régime. On s'intéresse également à des complicités, nous avons évoqué le cas de certains pays, au premier chef la Russie, et on peut évidemment, et on doit s'intéresser à d'éventuelles complicités de la part d'acteurs privés qui auraient fourni à ce régime la capacité ou les moyens de mettre en œuvre des armes illégales. On ne peut pas préjuger de cette responsabilité, ça doit faire partie des enquêtes que nous appelons de nos voeux. Il y a des cas dans sur la scène internationale où des complices de la fabrication des armes chimiques ont été punis, ou ont été désignés au moins? Pour le cas de l'Irak, oui. Je ne peux pas vous dire très honnêtement et malheureusement que cela arrive tous les jours. Mais cela est déjà arrivé, absolument. Le fait de la complicité en termes de droit pénal, c'est lorsque vous, entre autres, lorsque vous fournissez à un auteur de crime les moyens de commettre des crimes ou d'accroître sa capacité de nuisance. Donc ça peut tout à fait inclure des acteurs privés, des entreprises. Il appartiendra évidemment aux enquêtes, si elles ont lieu, ce que nous souhaitons évidemment très vivement, vous l'avez compris, de regarder dans chaque cas ce que les entreprises concernées auraient pu ou auraient dû savoir si elles avaient eu un minimum de curiosité dans le bon sens du terme. Agnès Levallois, je reviens sur ce que vous disiez un peu auparavant, que c'était dans l'espèce de jeu compliqué entre Bachar el-Assad et Vladimir Poutine en Russie, que Bachar el-Assad avait voulu envoyer un signe à Poutine qui ne voulait pas négocier, etc. C'était il y a 2 mois, cette attaque chimique. Est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on devine ce qui a pu se dire depuis? Est-ce que la Russie, qui avait quand même engagé sa crédibilité dans cette question d'interdire l'usage des armes chimiques par la Syrie, qu'est-ce qu'a pu dire Vladimir Poutine ou qu'est-ce qu'il a dit? Parce que Vladimir Poutine dit depuis, c'est qu'il s'est relancé, on a relancé le processus d'Astana, qui est le processus de négociation qui est parrainé par les Russes et par les Iraniens et qui fait contrepoids, si je puis dire, au processus de Genève qui, lui, est mené par Stéphane de Mistura, l'envoyé spécial des Nations Unies. Processus qui a évidemment beaucoup de mal à avancer. Et on a vu quand même les négociations Astana reprendre différents rounds de négociations qui ont repris, parce qu'il me semble quand même que les Russes souhaiteraient sortir de ce conflit syrien. Ils savent très bien que plus le temps dure, plus ils risquent de s'enliser. Ils ont quand même acquis beaucoup de gains diplomatiques dans cette crise en Syrie, puisqu'aujourd'hui, ce sont eux qui apparaissent comme étant le négociateur et le seul négociateur en capacité à faire quelque chose, même si on ne voit pas encore des résultats. Donc il a engrangé des gains diplomatiques sur le terrain, mais plus le conflit va durer, plus ces gains risquent de s'épuiser. Donc il aurait intérêt à essayer de faire en sorte de contraindre ce Bachar el-Assad à accepter cette négociation. Donc on a vu le
processus d'Astana reprendre et Bachar el-Assad envoyer toujours ses représentants pour assister à ces négociations. Maintenant, la vraie question, c'est jusqu'où Poutine est-il prêt à aller pour imposer quelque chose à Bachar el-Assad, en sachant très bien qu'il a quand même les moyens de lui imposer un processus, parce que le jour où Poutine arrête de soutenir Bachar el-Assad, celui-ci s'écroule, avec évidemment les Iraniens, puisque ce sont les deux parrains, et l'un va avec l'autre. Je crois que s'il y a le retrait de l'un, mais le maintien de l'autre, ça continuera à permettre à Bachar el-Assad de se maintenir. Donc, je crois que l'enjeu aujourd'hui, pour Poutine, c'est comment arriver à quelque chose, à imposer à Bachar el-Assad d'accepter cette négociation pour que les gains diplomatiques engrangés par Moscou dans cette affaire se concrétisent et ne disparaissent pas, parce que si le conflit dure de plus en plus, il y a de plus en plus de chances ou de risques pour Poutine que ce capital acquis dans ce conflit syrien disparaisse à terme. C'est la question clé. Et quand on voit sur le terrain ce que nous avons évoqué sur l'utilisation d'armes interdites, sur l'utilisation illégale d'armes non interdites, et sur l'ensemble des violations des droits humains dont s'est rendu responsable et se rend responsable chaque jour le régime syrien, la conclusion est assez claire. La Russie n'exerce manifestement pas de très forte pression sur le régime Assad. La conclusion est absolument claire. Absolument. Juste une la dernière Russie question. pourrait faire beaucoup plus. Est-ce qu'on peut déconnecter ces, je ne sais pas comment les appeler, ces négociations de paix, enfin de sortie de conflit d'Astana et de Genève, de l'après, qui serait effectivement un tribunal pénal, des poursuites Je pense qu'effectivement, de toute façon, Bachar el-Assad ne veut absolument pas de ces négociations, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça sera la fin de son régime et ça sera tout ce processus juridique international qui se mettra en place. Et évidemment, pour Bachar el-Assad, cette hypothèse est absolument inenvisageable. Donc, on est dans une impasse aujourd'hui, de ce point de vue-là, à moins de trouver une sortie à Bachar el-Assad pour que celui-ci échappe à ce processus qui se mettra inévitablement en marche le jour où la négociation aboutira, parce que les preuves sont absolument accablantes pour ce régime. Et que ce soit Genève ou Astana, il nous faut absolument insister sur le fait que tout processus de paix ne doit absolument pas prévoir les clauses qui permettraient à ceux qui ont de très lourdes responsabilités, avec des conséquences catastrophiques en termes humanitaires, en termes de droits humains, d'échapper au fait de rendre des comptes et donc d'échapper à la justice. Une justice internationale, peut-être, nous le verrons. Ça, c'est un élément très important. Il faut que des organisations comme la nôtre et beaucoup d'autres, et l'opinion publique de façon générale, les médias, insistent aussi sur cet aspect des choses dont on parle peu souvent lorsqu'on parle processus de paix. Pour des raisons bien compréhensibles, chacun se dit qu'il faudrait avoir la paix. Mais qu'est-ce que la paix sans justice? Qu'est-ce que la paix avec l'impunité après plus de 400 000 morts, 4 900 000 réfugiés, des millions de personnes, des dizaines de milliers de disparus au minimum, des millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, et la moitié de la population syrienne vivant en Syrie qui a besoin d'une aide humanitaire pour survivre. Mais écoutez, merci. Nous sommes arrivés au terme d'une heure qui est, comme souvent, parue bien trop courte. Merci à tous les quatre d'être venus et d'avoir débattu de ce sujet assez grave.